Mon père, Lucien Morel, n'a jamais réussi à se souvenir que ma mère détestait la coriandre. Toute sa vie, il en mettait dans ses plats. Et ma mère, Élodie, a passé toute sa vie à lui trouver des excuses, jusqu'au jour où son clair de lune, la femme qui, elle, aimait la coriandre, est revenue. Les lèvres sèches et gercées de ma mère ont tremblé longtemps. Finalement, elle n'a pas dit un mot. Elle m'a juste pris la main et a quitté la maison en silence. Ce jour-là, je me suis fixé une règle. Plus tard, je ne confierai jamais ma vie à un homme qui n'a pas fait le ménage dans son cœur. Alors j'ai choisi, méticuleusement, j'ai choisi Mathieu Chéreau, un homme si impeccable que même les moustiques femelles semblaient l'éviter. 5 ans après notre mariage, ses amis me juraient encore que j'étais son premier amour. Je pensais que j'avais enfin réussi, que je ne répéterais pas l'erreur de ma mère. Jusqu'à cette soirée d'entreprise. Mathieu, qui avait toujours cultivé une image froide et distante, a pris la guitare électrique des mains d'un collègue. Et il a joué un morceau de rock qui a enflammé toute la salle. Cela faisait 5 ans. 5 ans que nous étions mariés. 7 ans que nous étions ensemble. Je n'avais jamais su qu'il jouait de la guitare. J'ai filmé la scène, machinalement. Je l'ai posté sur le compte que nous utilisions pour documenter notre vie. Le lendemain matin, en me réveillant, ma boîte de réception était saturée. Saturée par la photo d'une seule et même fille. Elle portait une robe blanche immaculée. Ses cheveux noirs, comme une cascade, tombaient librement. Elle portait une guitare rose, néon en bandoulière. Un style rock incroyablement affirmé. Ce contraste absolu lui donnait une aura magnétique. Un internaute m'avait laissé ce commentaire. « Madame, quand vous aviez les cheveux longs, vous lui ressembliez étrangement. » Je fixai le visage de cette fille sur l'écran. Elle avait, c'est vrai, 5 ou 6 traits similaires aux miens. Une inquiétude sans nom a commencé à grandir en moi. Dans les commentaires, quelqu'un avait retrouvé son ancien compte sur les réseaux sociaux. J'ai cliqué. C'était un compte inactif depuis des années. Il ne contenait que 2 vidéos. La première était une compétition de rock. Dans le coin de l'image, Mathieu, le visage plus jeune, et cette fille, Camille Delcourt, jouaient ensemble sur scène. Ils se regardaient en souriant. Même à travers l'écran, on pouvait sentir cette alchimie douce, comme si le monde entier n'existait plus autour d'eux. Mes mains se sont serrées. J'ai glissé vers la 2e vidéo. Elle ne montrait pas son visage. L'objectif était pointé vers la fenêtre d'un bus. Une main fine et pâle dessinait un cœur sur la vitre embuée. À l'intérieur, elle avait écrit leurs initiales, ANC. La légende disait « Je vais voir celui que j'aime ». Et juste en dessous, lié à la vidéo, une vieille coupure de presse. Un accident de bus. Dans les commentaires, tout le monde exprimait ses condoléances, pleurant ce couple qui n'avait jamais pu se marier. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Camille était morte dans ce bus. Morte sur la route qui la menait à lui. Je suis restée assise sur le balcon. Je ne sais pas combien de temps. J'ai regardé ces 2 vidéos en boucle. À chaque visionnage, le lierre qui enserrait mon cœur se resserrait d'un cran. Le crépuscule est tombé. Mathieu est rentré du travail. En me voyant assise par terre, il a sursauté. Le sol était froid, Élise. Lève-toi. Je l'ai regardé. Mes lèvres ont bougé, mais aucun son n'est sorti. Que devais-je demander? Devais-je lui demander s'il m'avait prise pour une autre? Dans la pénombre, il a posé le sac qu'il tenait à la main. J'ai acheté les fraises que tu aimes. Les fraises. J'avais dit à Mathieu d'innombrables fois que j'aimais les fraises. Mais à chaque fois, il m'achetait des pommes d'amour. À cet instant précis, quelque chose en moi s'est brisé. Je me suis levée d'un bond. J'ai attrapé le sachet de pommes d'amour et je l'ai jeté à la poubelle. J'ai hurlé comme une folle. J'ai dit que je n'aimais pas les pommes d'amour. Je n'aime pas non plus porter des robes blanches. Et je déteste avoir les cheveux longs. Cette explosion soudaine l'a laissé pétrifié. Mathieu a regardé les pommes d'amour écrasées au fond de la poubelle, puis il m'a regardé. Il s'est frotté les tempes, agacé, essayant de me calmer. « Tu as tes règles? Je vais te préparer une bouillotte. » Mon cœur qui bouillonnait a été instantanément plongé dans la glace. J'ai tremblé de rage. Puis j'ai ri. « Mathieu, je peux manger froid pendant mes règles. Je n'ai jamais eu de crampes. Alors, dis-moi, qui est celle qui a mal au ventre ?» Son visage s'est décomposé. Un silence terrible s'est installé entre nous. Je n'en pouvais plus. Je lui ai tendu le téléphone, avec la vidéo de Camille. « Dis-moi, qui est-elle » Il a regardé la file sur l'écran. Dans ses yeux, j'ai vu une lueur de chagrin et de nostalgie que je n'avais jamais vue en 7 ans. Il a mis très longtemps à répondre. Tout ça, c'est du passé, Élise. Mais rien, dans son regard, ne semblait appartenir au passé. J'ai ravalé la douleur qui me déchirait la gorge. J'ai articulé énorme. Maman, ce n'est pas passé pour toi. Je te le demande, Mathieu.
M'as-tu vraiment aimé ou m'as-tu aimé parce que je lui ressemble? Encore le silence. Un liquide froid a coulé au coin de mes yeux. J'ai essayé de le retenir, en vain. Il s'est approché, paniqué, voulant me prendre dans ses bras. J'ai reculé. Nous avons besoin d'une pause. Il faut qu'on réfléchisse, chacun de notre côté. Son bras est resté suspendu dans le vide avant de retomber lourdement. Ses beaux yeux, ceux qui m'avaient fait chavirer, étaient maintenant remplis d'une froideur et d'une fatigue immense. Ça t'importe à ce point? J'ai levé les yeux vers lui. Et j'ai réalisé. Ses yeux profonds ne contenaient plus aucune chaleur. Il a prononcé chaque mot, tranchant comme la glace. Son regard était déterminé, mais sa voix était pleine d'une tristesse infinie. C'est là que j'ai compris. Mon histoire n'était pas la sienne. Mon histoire commençait à peine, et elle était l'écho de celle de ma mère. J'avais soigneusement évité l'homme qui aimait la coriandre, pour tomber sur l'homme qui pleurait une guitare rose. L'ironie était que mon histoire avait commencé bien avant ma rencontre avec Mathieu. Elle avait commencé le jour où j'avais vu Camille Viveau sous la pluie. Ce jour-là, j'étais allée au cinéma avec Mathieu. C'était à Paris. Sur le chemin du retour, une averse soudaine s'est abattue sur la ville. Nous étions presque à la voiture quand nous l'avons vue. Une jeune femme, la vingtaine à peine, grande, la peau très pâle. Elle n'avait pas de parapluie. La pluie avait collé ses cheveux noirs à son visage. Sa chemise blanche, trempée, laissait deviner les formes de son corps. Elle avait l'air un peu perdue, mais étrangement, cela lui donnait un air touchant, vulnérable. Nous sommes montés dans la voiture. Le chauffeur allait démarrer. Mathieu a dit à son assistant, Paul, donnez-lui un parapluie. Il l'a regardé, fronçant légèrement les sourcils. C'est quelqu'un des relations publiques, non? Camille Viveau. Quelle coïncidence. Oui, monsieur Chéreau, répondit Paul. Attendez-moi une seconde, dit Mathieu. Alors que Paul sortait, Mathieu l'a rappelé. Prenez aussi une serviette propre. Dehors, la pluie tombait drue. Mathieu m'a pris la main, nous discutions du film que nous venions de voir. Mais il n'était pas vraiment là. Son regard glissait sans cesse vers elle. Mon enthousiasme est retombé. J'ai doucement retiré ma main. Il ne l'a pas remarqué. Un instant plus tard, la portière s'est ouverte. Ce n'était pas seulement Paul. Camille Viveau, abrité sous le parapluie, est monté à l'arrière avec nous. Son visage était perlé de gouttes de pluie, ce qui accentuait son charme. Elle a souri. « Merci, monsieur Chéreau, pour le parapluie et la serviette. » Mathieu a juste répondu « d'un ton neutre. Camille a enfin semblé me remarquer. Une brève surprise a traversé son regard, puis elle m'a souri. « Bonjour, madame Chéreau. J'ai tellement entendu parler de votre couple. Pour pouvoir aller au cinéma avec vous, monsieur a refusé un rendez-vous très important. Vous faites vraiment rêver. » Elle a soudain éternué. Mathieu a eu un léger mouvement. Il a montré le manteau posé sur le siège passager. « Paul, donnez-lui ma veste. » Mon cœur s'est serré. J'étais agacée. J'ai pressé Paul. « Paul, fermez la portière. La pluie entre. » Camille a pris la veste. En entendant mes mots, elle a eu l'air un peu gênée. Je m'en fichais. Mon humeur était tombée au plus bas. Mathieu n'a rien relevé. Il s'est adossé au siège, attendant que la silhouette de Camille disparaisse complètement dans le rétroviseur, avant de fermer les yeux. Il semblait agité. Il a repris ma main, l'a portée à ses lèvres et l'a embrassée doucement. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a paru s'apaiser. Paul, à l'avant, a murmuré. « Monsieur Chéreau est très occupé par cette nouvelle acquisition. Il n'a pas dormi depuis plusieurs jours. Quand il a su que vous vouliez voir ce film, il a bloqué tout son après-midi. » Paul a continué, d'une voix douce. « Madame, tout le monde dit que personne ne peut faire changer monsieur Chéreau d'avis, sauf vous. » Je me suis tournée vers Mathieu. Cet homme dans la trentaine, déjà séduisant, était devenu plus calme, plus profond, avec les années. Son entreprise était immense. Il était toujours occupé, souvent en voyage d'affaires. Mais peu importe où il se trouvait, il m'appelait chaque jour. Aux yeux des autres, il était fort, inaccessible. Ce n'est qu'avec moi qu'il laissait tomber ce masque, montrant une tendresse que personne ne soupçonnait. Tout le monde voyait à quel point il tenait à moi. Paul a ajouté « Madame, tous les employés vous adorent, vraiment. Chaque année, pour votre anniversaire, monsieur Chéreau nous donne un jour de congé et une prime. Honnêtement, c'est le mari le plus aimant que j'ai jamais vu. » Mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Camille. Mathieu avait toujours été froid et distant avec les autres, sauf avec moi. Et pourtant, il venait de donner sa veste à Camille. En rentrant à la maison, il a tenté de justifier son geste. « De toute façon, je t'en aurais acheté une nouvelle. Considère qu'elle est éperdue. » Il m'a prise dans ses bras, essayant de calmer ma petite crise de jalousie. « Ça n'arrivera plus, ne sois pas fâché. J'ai juste vu que sa chemise était trempée. Ce n'était pas convenable de la laisser marcher comme ça. » Il m'a pincé doucement la joue, l'air impuissant. À bien y réfléchir, j'étais peut-être trop dure. Je me suis adoucie.
Je n'ai plus mentionné l'incident. Le lendemain, pour se faire pardonner, Mathieu a appelé ma meilleure amie, Hélène Dumont. Il lui a demandé de m'emmener faire du shopping. Hélène regardait les nouvelles collections tout en me raisonnant. C'est un détail, Élise. Si ton mari voulait te tromper, il l'aurait fait depuis longtemps. Il n'allait pas attendre que tu le vois. Elle a soupiré. Anan, arrête de trop penser. Le mariage, ce n'est pas comme être amoureux. L'important, c'est de garder le contrôle de tes intérêts. Je regardais les boutiques de luxe qui défilaient, mais pas l'esprit ailleurs. Ça y est, nous sommes entrés dans une bijouterie. Mon regard s'est arrêté sur un collier. La vendeuse a souri. Madame Chéreau, il semble que vous ayez les mêmes goûts que monsieur. Hier, monsieur Chéreau a commandé ce collier. Il nous a demandé de garder le secret. Je suppose que c'est pour vous. Hélène en a rajouté. Tu vois, je te l'avais dit, monsieur Chéreau n'a Dieu que pour toi. Il sait qu'il t'a mise en colère, alors il t'achète un cadeau pour se faire pardonner. Hélène m'a secoué gentiment. Anan, sois tranquille, s'il changeait, je ne croirais vraiment plus en l'amour. En y repensant, Mathieu et moi nous connaissions depuis si longtemps. 7 ans de mariage. Il y avait tant de tentations autour de lui, mais jamais la moindre rumeur. J'étais peut-être juste trop sensible. Sous les encouragements d'Hélène, j'ai fini par me détendre. Nous avons choisi un cadeau pour notre 7e anniversaire de mariage. Tout le monde parle du cap des 7 ans, mais notre mariage semblait le franchir sans effort. Le jour J, j'ai préparé 2 cadeaux. Mathieu est rentré tôt du travail, un bouquet de fleurs à la main. Il avait le visage rayonnant de l'homme le plus heureux du monde. Il était excité quand j'ai ouvert le cadeau qu'il m'offrait. Mais en une seconde, mon sang s'est glacé. À l'intérieur de l'écrin, il y avait un collier magnifique. Mais ce n'était pas celui que Mathieu avait commandé en secret. Mon sourire s'est figé. Mathieu m'a mis le collier. Ses lèvres ont frôlé mon oreille. L'atmosphère était intime, mais je ne ressentais absolument rien. Il est magnifique, Anan. Et mon cadeau? J'ai levé les yeux vers cet homme, l'homme que j'avais juré d'aimer pour la vie. Soudain, un frisson m'a parcouru. Il m'a semblé être un étranger. Je n'ai pas sorti le dossier médical que j'avais préparé. Je lui ai juste donné la montre que j'avais achetée avec Hélène. Mathieu l'a ouverte. Il était visiblement déçu, mais il a souri quand même, sans rien dire. Le dîner est devenu une mascarade. Aucun de nous n'était vraiment là. Après le dîner, il a dit qu'il avait une urgence. Il devait retourner au bureau. Je l'ai regardé partir. La porte s'est fermée dans un bruit sourd. Le silence de l'appartement est devenu assourdissant. Je suis restée assise sur le canapé pendant un long moment. La boîte à bijoux contenant le mauvais au collier était toujours ouverte sur la table basse. Il brillait sous la lumière tamisée, mais il me semblait froid, mort. J'ai pris mon téléphone. Mes doigts tremblaient légèrement. J'ai cherché le contact de Véronique Meunier, la directrice des relations publiques. Je ne l'appelais presque jamais. Nos interactions se limitaient aux événements officiels de l'entreprise. Elle a répondu à la 2e sonnerie, sa voix professionnelle mais surprise. « Madame Chéreau, bonsoir, tout va bien ?» J'ai essayé de garder ma voix stable. « Bonsoir Véronique, excusez-moi de vous déranger si tard. J'aurais besoin d'un petit service. » Très discret. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Véronique était une femme intelligente. Elle a dû sentir la tension dans ma voix. « Bien sûr, madame, que puis-je faire pour vous? J'aimerais savoir, Camille Viveau, de votre département, est-ce qu'elle a des réseaux sociaux actifs, professionnels ou autres? Pourriez-vous m'envoyer quelque chose? N'importe quoi. Une photo récente, un post, j'ai une raison personnelle. » Ma voix s'est brisée sur le dernier mot. Véronique n'a pas posé de questions. C'était là toute sa compétence. « Donnez-moi quelques minutes, madame, je vous envoie ça tout de suite. » L'attente a duré une éternité. Chaque seconde étirait mes nerfs. Je me suis levée, j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Paris brillait en dessous, indifférente. Notre appartement donnait sur la Seine. C'était un endroit que j'avais choisi pour sa lumière. Ce soir, il me semblait être une cage de verre. Mon téléphone a vibré. C'était un message de Véronique. Il contenait plusieurs captures d'écran. Des stories Instagram datant d'il y a 2 jours. L'estomac noué, j'ai ouvert la première image. C'était une fête d'anniversaire. Des ballons, un gâteau. Camille Viveau était au centre, souriante, entourée d'amis. Elle fêtait ses 24 ans. Et autour de son cou, mon souffle s'est coupé. Autour de son cou scintillait le collier de la bijouterie. Celui que Mathieu était censé m'offrir. Celui que la vendeuse avait si innocemment trahi. Je suis passée à l'image suivante. Un gros plan sur Camille, posant, la main sur son cœur, mettant le bijou en valeur. Et le texte qu'elle avait écrit, le plus bel anniversaire, traversé cette année avec les meilleurs amis du monde. Et la surprise la plus inattendue,
Quand est-ce que cette personne osera enfin affronter son propre cœur? J'ai dû m'asseoir. Mes jambes ne me portaient plus. Affronter son propre cœur. Ces mots résonnaient en moi comme un coup de marteau. Et puis, il y avait la dernière capture d'écran. Ce n'était pas une story. C'était une publication permanente sur son profil. La même photo d'elle portant le collier. Et en dessous, la liste des j'aime. Mon doigt a défilé, presque malgré moi. Et il était là. Mathieu Chéreau, son nom, son like. Mon cœur n'a pas seulement été pincé, il a été broyé. Ce n'était pas une erreur, ce n'était pas une coïncidence. La veste sous la pluie, le mensonge sur le collier. Et maintenant, ce like public sur une publication si suggestive. J'ai repensé à notre dîner, à sa déception visible quand il a ouvert mon cadeau. Je n'avais pas sorti l'autre cadeau. Le dossier médical. Sur mon bureau, l'enveloppe était restée fermée. Elle contenait la confirmation. J'étais enceinte. Depuis 2 semaines, je cherchais le moment parfait pour lui annoncer notre anniversaire de mariage. Et lui, pendant ce temps, il achetait des colliers pour une autre. Il liquait des photos d'une autre, une femme qui, selon les rumeurs du bureau que Paul m'avait rapportées distraitement, lui ressemblait étrangement quand j'avais les cheveux longs. Une femme qui avait l'âge que j'avais quand je l'avais rencontrée. Une femme qui portait sa veste. J'ai laissé tomber le téléphone sur le tapis épais. Je ne pouvais pas pleurer. J'étais au-delà des larmes. J'étais entrée dans ce vide froid que je reconnaissais. Le vide de ma mère. Le silence de ma mère le jour où elle avait senti l'odeur de la coriandre sur les vêtements de mon père, après le retour d'elle. J'avais passé ma vie à fuir cet héritage. J'avais choisi l'homme le plus sûr, le plus stable, le plus froidement rationnel. Celui qui n'avait, soi-disant, pas de passé. Je commençais à comprendre. Peut-être qu'il n'avait pas de passé, parce que son passé était mort, et j'étais le fantôme qu'il avait choisi pour le remplacer. Je me suis souvenu de cette vidéo de guitare, de cette fille, Camille Delcourt, morte dans un accident de bus, et maintenant cette nouvelle Camille, Camille Viveau, le même prénom. Cette coïncidence était trop cruelle pour être réelle. Mathieu avait-il choisi cette nouvelle employée à cause de son prénom? Lui avait-il donné le collier parce qu'elle ressemblait à l'autre, et moi, Élise? Où étais-je dans cette équation? Étais-je juste une parenthèse, une version stable mais ennuyeuse de son amour perdu? J'ai repensé à notre vie commune. 9 ans, 2 ans à sortir ensemble, 7 ans de mariage. Je m'étais toujours sentie en sécurité. J'avais toujours cru que j'étais l'exception, la seule qu'il laissait entrer. Trollipol avait dit « Personne ne fait changer, monsieur Davy, sauf vous. » Quelle blague amère, il ne me laissait pas changer son avis. Il me laissait simplement exister dans un espace qu'il contrôlait. J'ai repensé à tous ces petits détails, toutes ces fois où il semblait distrait. Je mettais cela sur le compte du travail, du stress de l'entreprise. Toutes ces fois où il m'offrait des cadeaux chers, mais impersonnels, comme ce collier, magnifique, certes, mais pas celui qu'il avait choisi avec son cœur. Le collier qu'il avait choisi avec son cœur, il était sur le cou d'une autre, une fille de 24 ans. J'ai regardé mon reflet dans la baie vitrée. J'avais 32 ans. J'avais coupé mes cheveux noirs, il y a 3 ans, un carré court, plus adulte, plus Madame Chéreau. Avais-je coupé, sans le savoir, le dernier lien qui me rattachait à son fantasme? L'image de Camille Viveau sous la pluie m'est revenue. Ses cheveux noirs, longs, collés à sa peau, sa chemise blanche trempée. Ce n'était pas convenable, avait-il dit. Mais son regard, dans la voiture, ce n'était pas de l'inquiétude professionnelle, c'était autre chose. Une lueur. La même lueur que sur la vidéo de rock, des années auparavant. Une lueur que je n'avais jamais vue dans ses yeux quand il me regardait, même quand il m'embrassait, même quand nous faisions l'amour. Mathieu était un mari attentionné, prévenant, généreux. Mais était-il passionné? Non. La passion, il l'a gardée pour ses fantômes. J'ai soudain compris pourquoi il avait été déçu par mon cadeau. La montre. C'était un objet pratique, un symbole de notre vie stable. Qu'attendait-il? Peut-être rien. Peut-être que ma simple présence lui rappelait ce qu'il ne pouvait plus avoir et que ce soir, la culpabilité était trop forte. Ou peut-être espérait-il que je ne découvre rien. La vendeuse de la bijouterie. Sans elle, j'aurais porté ce nouveau collier. J'aurais cru à son amour fabriqué. J'aurais peut-être même sorti mon enveloppe. J'aurais célébré notre anniversaire, heureuse en lui annonçant qu'il allait être père. Et lui, qu'aurait-il fait? Aurait-il souri? M'aurait-il serré dans ses bras, tout en pensant à Camille? L'horreur de cette pensée m'a donné la nausée. Je me suis précipitée vers la salle de bain. J'ai vomi. Ce n'étaient pas les nausées matinales, c'était le dégoût. Je me suis rincé le visage à l'eau froide. J'ai regardé mon reflet dans le miroir, les yeux cernés, le teint pâle. « Tu ne seras pas ta mère, Élise », me suis-je dit à voix basse. Ma mère avait choisi le silence.
Elle avait choisi de partir sans un mot, emportant sa douleur comme un fardeau secret. Elle avait passé le reste de sa vie à détester la coriandre, mais elle n'avait jamais dit à personne pourquoi. Je ne ferais pas ça. Je n'allais pas laisser cet homme me réduire au silence. Je n'allais pas élever cet enfant dans un mensonge. J'ai essuyé mon visage. J'ai ramassé mon téléphone. J'ai regardé à nouveau la photo de Camille, le collier, le like de Mathieu. J'ai sauvegardé les images. J'ai envoyé un dernier message à Véronique. Merci Véronique, je vous suis très reconnaissante. S'il vous plaît, oubliez cette conversation. Sa réponse fut immédiate. Bon courage, madame. Elle savait, bien sûr qu'elle savait. Tout le bureau devait savoir. Paul, avec ses compliments mielleux sur le mari le plus aimant. Hélène, mon amie, avec ses conseils pragmatiques sur les intérêts financiers. J'étais la dernière à savoir. La femme trompée. La madame Chéreau respectée, mais pitoyable. Non. J'ai respiré profondément. Je suis retournée dans le salon. J'ai pris l'enveloppe contenant le dossier médical. Je l'ai rangé au fond d'un tiroir sous une pile de vieux papiers. Ce n'était plus le moment. Puis, j'ai pris l'écrin contenant le collier qu'il m'avait offert. Je l'ai refermé. Je l'ai posé sur la table de l'entrée, là où il ne pourrait pas le manquer en rentrant. J'ai éteint les lumières du salon. Je suis allée dans la chambre d'amis. J'ai verrouillé la porte. Je n'attendais pas son retour. Je n'attendais plus rien de lui. J'attendais seulement de voir ce que j'allais faire de cette vérité. Cette vérité qui venait de faire voler en éclats 9 années de ma vie, et qui me forçait, enfin, à regarder mon propre reflet, et non plus celui que je pensais qu'il voulait voir. L'odeur de la coriandre me semblait soudain moins lointaine. Je n'ai pas dormi. Le corps recroquevillé sur le lit d'amis, j'ai fixé le ray de lumière bleuâtre que la lune dessinait sous la porte. Chaque bruit dans l'appartement me faisait sursauter. Vers 3 heures du matin, j'ai entendu la porte d'entrée. Ses pas. Habituellement, ce son m'apaisait. C'était le retour de l'homme que j'aimais, le signal que la maison était complète, que nous étions en sécurité. Cette nuit, chaque pas était une menace. Il a marché dans le couloir. J'ai entendu sa mallette se poser sur la console de l'entrée. Puis, le silence. Je l'imaginais, voyant l'écrin du collier que j'avais laissé là. Un long silence. Peut-être 1 minute, peut-être 10. Puis, ses pas se sont dirigés vers notre chambre. J'ai entendu la porte s'ouvrir. Le lit qui grinçait sous son poids. Il ne m'a pas cherché. Il n'est pas venu frapper à la porte de la chambre d'amis. Il n'a pas remarqué, ou n'a pas voulu remarquer, que je n'étais pas à ma place. Ou peut-être qu'il était soulagé. Soulagé de ne pas avoir à affronter la femme à qui il venait de mentir. Cette pensée était plus douloureuse encore que la trahison elle-même. Je n'étais pas seulement un remplacement. J'étais un remplacement devenu gênant. Le soleil s'est levé. J'ai entendu l'eau de la douche couler. Les bruits de sa routine matinale, la machine à café, l'odeur des grains torréfiés a rempli l'appartement, une odeur que j'associais à nos matins paresseux du week-end. Aujourd'hui, elle me donnait la nausée. Je suis restée immobile, attendant qu'il parte. J'avais besoin d'être seule, j'avais besoin de réfléchir. Devais-je l'affronter? Devais-je lui montrer les photos? Le like? Devais-je lui jeter le nom de Camille Viveau au visage? Et que dirait-il? Nierait-il? Trouverait-il une autre excuse? Un autre mensonge plausible? C'est une erreur. Mon compte a été piraté. Je l'ai liké sans faire attention, en faisant défiler. Le collier. C'était un cadeau de groupe du bureau pour son anniversaire. Je me suis juste chargée de l'achat. Il était intelligent. Il trouverait quelque chose. Et moi, je voulais tellement le croire. C'était ça, le piège dans lequel ma mère était tombée. Elle avait passé sa vie à chercher des raisons de pardonner, parce que la vérité était trop insupportable. Elle préférait croire que son mari était distrait, plutôt que de voir qu'il était infidèle. Et moi, j'étais enceinte. J'avais une raison encore plus forte de vouloir que tout cela ne soit qu'un malentendu, un enfant. Mon Dieu, un enfant qui naîtrait dans ce mensonge. Les pas de Mathieu se sont rapprochés. Il a frappé, 2 coups secs. « Élise ?» Ma gorge s'est nouée. Je n'ai pas répondu. « Élise, tu es réveillée? J'ai vu que tu avais dormi ici. » Sa voix était neutre, pas inquiète, juste factuelle. « Ouvre la porte, s'il te plaît. Nous devons parler. » Parler. De quoi? Du collier qu'il a vu sur la console? De mon caprice d'enfant gâté qui boudait dans la chambre d'amis? J'ai déverrouillé la porte. Il se tenait là, déjà habillé pour le travail. Costume impeccable, cravate parfaitement nouée. Il tenait l'écrin dans sa main. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» m'a-t-il demandé. Son ton était calme, mais il y avait un reproche sous-jacent. J'ai croisé les bras sur ma poitrine. « Je n'aime pas ce collier, ai-je dit. » Ma voix était rauque, il a soupiré. C'était le soupir de l'homme patient face à une femme irrationnelle. « Élise, ce n'est qu'un bijou. J'ai passé des heures à le choisir. Je pensais qu'il te plairait. »
Tu as menti. Le mot est sorti, direct, froid. Il a haussé un sourcil. Pardon? Mentir sur quoi? Sur le fait de l'avoir choisi. Tu as choisi l'autre, celui de la bijouterie rue Saint-Honoré. Son visage n'a pas bougé, aucune réaction. Il était si fort à ce jeu. Je ne vois pas de quoi tu parles. J'ai regardé plusieurs modèles. C'est vrai. J'ai finalement pris celui-ci. Celui que tu as regardé, celui que la vendeuse a dit que tu avais commandé. Où est-il, Mathieu? Il m'a regardé, et pour la première fois, j'ai vu non pas de la culpabilité, mais de l'agacement. C'est ridicule. Tu fais une scène pour un caprice. Hélène t'a-t-elle monté la tête? C'est elle qui t'a parlé de cet autre collier? Il reportait la faute sur mon ami, sur moi, sur ma sensibilité. J'ai beaucoup de travail, Élise. Nous avons fêté notre anniversaire, je t'ai offert un cadeau. Je ne comprends pas pourquoi tu gâches ce moment. Il s'est approché, a voulu me prendre dans ses bras. Je l'ai repoussé. Un geste faible, mais le message était clair. Son visage s'est durci. Très bien. Si tu préfères se bouder, j'ai une réunion importante. Il a posé l'écrin sur la commode du couloir. Nous en reparlerons ce soir, quand tu seras calmé. Et il est parti, sans un regard en arrière, sans voir la femme qu'il venait de briser. Il m'avait traitée de capricieuse. Il avait balayé mes soupçons d'un revers de main. Il n'avait même pas cherché à savoir pourquoi j'étais si bouleversée. Il n'en avait pas besoin. Il savait. Il savait que j'avais découvert quelque chose. Et sa stratégie était simple, la négation. Me faire passer pour folle. Je suis restée là, dans le couloir, pendant de longues minutes. Le silence de l'appartement était revenu, mais il était différent. Ce n'était plus un silence paisible, c'était un silence lourd de non-dit, un silence de guerre froide. Je suis retournée dans le salon. J'ai regardé le téléphone. Les images de Camille, son sourire, son collier, son like. Il ne s'agissait plus seulement de moi. Il s'agissait de l'enfant que je portais. Je ne pouvais pas laisser mon enfant grandir en pensant que l'amour ressemblait à ça. Que l'amour, c'était ignorer la douleur de l'autre pour préserver son propre confort. Que l'amour, c'était de traiter sa femme de folle quand elle touchait du doigt la vérité. J'ai pensé à ma mère. J'ai pensé à son silence. Elle avait choisi le silence pour protéger mon père. Pour me protéger, moi. Mais son silence ne m'avait pas protégée. Il m'avait appris à supporter l'insupportable. Il m'avait appris que l'amour des femmes, de ma famille, était synonyme de sacrifice et de déni. Aujourd'hui, cet héritage s'arrêtait. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire. Je ne savais pas si j'allais le quitter. Mais je savais une chose. Je n'allais pas me taire. Je n'allais pas laisser l'odeur de la coriandre ou l'éclat d'un collier voler, définir ma vie. La confrontation de ce matin n'était qu'un avant-goût. Il m'avait sous-estimée. Il pensait que j'étais Élise, la femme douce, la Madame Chéreau parfaite, l'ombre docile qui validait son existence. Il ne savait pas que j'étais aussi la fille d'Élodie, une fille qui avait vu sa mère se briser en silence, et qui avait juré de ne jamais, jamais finir comme elle. J'ai pris mon manteau, j'ai pris mes clés. Je n'allais pas attendre ce soir, j'allais trouver Hélène. J'avais besoin d'une alliée, j'avais besoin de quelqu'un qui me croie. Car la prochaine bataille, je ne la mènerai pas avec des larmes ou des caprices. Je la mènerai avec des faits. Et j'allais trouver tous les faits. Mathieu avait fermé la porte sur une femme capricieuse. Il retrouverait ce soir une femme déterminée. Le temps du silence était terminé. Je suis sortie de l'immeuble. L'air frais de Paris m'a frappé le visage, mais je ne le sentais pas. J'étais anesthésiée. Mathieu m'avait traité de calmée. Il avait réduit 9 ans de vie commune à un caprice d'enfant. Il avait choisi la stratégie la plus simple, la négation. Me faire passer pour la folle. Et le pire, c'était sa froideur. Il n'y avait aucune panique dans sa voix, juste de l'agacement. L'agacement de quelqu'un dont la routine confortable a été perturbée. J'ai marché sans but pendant un moment, puis mes pieds m'ont porté, comme par instinct, vers le marais, vers l'appartement d'Hélène. Hélène était mon opposée, pragmatique, cynique, mais férocement loyale. Elle m'a ouvert en peignoir de soie, une tasse de café à la main. « Anan, mais qu'est-ce que tu fais là à 9 heures du matin? Tu as l'air d'un fantôme. » Je suis entrée sans un mot. Je me suis assise sur son canapé en velours. Elle m'a observée, fronçant les sourcils. « Ok, il s'est passé quelque chose. Le collier d'hier, il ne t'a pas plu à ce point? Je n'ai pas pleuré. J'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert les captures d'écran. Hier, ai-je dit, ma voix plate, nous sommes allés dans une bijouterie rue Saint-Honoré. Oui, et alors? Le collier que la vendeuse t'a montré? Regarde, je lui ai tendu le téléphone. Elle a regardé la photo de Camille Viveau. Elle a plissé les yeux pour lire le statut. Quand est-ce que cette personne osera enfin affronter son propre cœur? Hélène a levé les yeux vers moi. C'est qui cette gamine? Camille Viveau, relations publiques.
C'est elle qui était sous la pluie l'autre jour, celle de la veste. Hélène a dégluti. Et le collier, c'est celui de la rue Saint-Honoré, celui que Mathieu avait commandé. Le visage d'Hélène s'est durci. Elle a fait défiler les images, puis elle a vu le like, Mathieu Chéreau. Elle a lâché un juron, un mot sec, violent, qui n'avait rien à voir avec ses conseils habituels. Le salaud, a-t-elle murmuré. Elle m'a regardée. Elle s'attendait à me voir m'effondrer. Mais je suis restée assise, droite. Et ce n'est pas tout, ai-je continué. Le cadeau qu'il m'a offert hier soir, c'était un autre collier, un remplacement, un mensonge. J'ai raconté la scène de ce matin, comment il m'avait trouvée dans la chambre d'amis, comment je l'avais confrontée, et comment il m'avait traitée de capricieuse avant de partir au travail. Hélène s'est levée, elle a fait les 100 pas. Ce n'est pas seulement un salaud, dit-elle enfin, c'est un idiot arrogant. Il te ment et il te fait passer pour la coupable. Elle s'est arrêtée devant moi. Anne, oublie les conseils que je t'ai donnés hier. Gardez tes intérêts. C'est plus gros que ça. Ce n'est pas une aventure d'un soir. C'est calculé. Elle a réfléchi vite. Son esprit pragmatique était enfin en marche, mais dans la bonne direction. D'accord, qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas, ai-je admis. Mais je ne serai pas ma mère. Je ne partirai pas en silence. Bien. Hélène a hoché la tête. Alors tu ne pleures pas, tu ne cries pas, tu rassembles. Elle s'est assise en face de moi. Tu as besoin de preuves, Élise, pas d'émotions. Ce matin, tu l'as attaqué avec des émotions, une intuition. Il a balayé ça. La prochaine fois, tu l'attaqueras avec des faits. Quels faits? Ai-je demandé. J'ai les photos, ce n'est pas suffisant. Ce n'est qu'un collier et un like. Il dira qu'il a été maladroit. Il dira que c'est un cadeau d'entreprise. Il niera jusqu'au bout. Tu as besoin de plus. Tu as besoin d'un agenda, de relevés de carte de crédit, de témoignages. Des témoignages? Paul, dit Hélène, son assistant, tu as dit qu'il t'adorait. Il adore Mathieu. Il le protège. Mais il te respecte. Et il est bavard. Tu dois trouver un moyen de le faire parler, sans qu'il sache qu'il parle. Hélène m'a pris la main. Rentre chez toi, Élise. Regarde ton appartement. Mais regarde-le différemment. Ce n'est plus ta maison. C'est une scène de crime. Et tu es l'enquêtrice. La colère froide avait remplacé le choc. Quand je suis rentrée dans l'appartement, tout me semblait différent. L'odeur du café de ce matin flottait encore. L'odeur de son mensonge. Je suis allée directement à son bureau, une pièce lambrissée, ordonnée. La vitrine de l'homme qui a réussi. Son ordinateur portable était fermé. Je l'ai ouvert. Il fallait un mot de passe. J'ai essayé ma date de naissance. Refusé. J'ai essayé sa date de naissance. Refusé. J'ai essayé la date de notre mariage. Accès accordé. La banalité de ce mot de passe m'a fait mal. Notre mariage. Un simple code d'accès pour un homme qui menait une double vie. Où chercher? Son agenda? Il était synchronisé avec son téléphone. Paul le gérait. Il serait vide de toute preuve. Ses emails? Il était trop intelligent pour ça. Les réseaux sociaux. J'ai ouvert son profil, le même que j'utilisais, mais je ne regardais plus mon fil d'actualité. Je regardais le sien. Je suis allée sur le profil de Camille Viveau. Il y avait le like sur la photo du collier. J'ai cliqué sur la liste des j'aime. Je ne cherchais pas Mathieu. Je le savais déjà là. Je cherchais qui d'autre avait aimé. Quelques amis à elle, et puis plusieurs noms que je reconnaissais. Des cadres moyens du département de Mathieu. Des gens du marketing. Ils savaient. Ils voyaient toute cette photo. Ils voyaient ce collier. Et ils voyaient le like du PDG. Et personne ne disait rien. Ils étaient tous complices de cette humiliation publique. J'ai continué à faire défiler son profil. Elle était intelligente. Elle ne postait rien de compromettant. Des photos de cocktails avec des amis. Des photos de ses voyages. Des photos de son travail. J'ai regardé ses amis. J'ai cliqué sur le profil d'une autre fille du service PR. Ce profil était plus ouvert. J'ai fait défiler. Et je l'ai trouvé. Il y a 3 semaines. Une photo de groupe. Une soirée d'équipe dans un bar à Lyon. L'équipe PR souriait à l'objectif. Camille était au centre, levant son verre. Et dans l'arrière-plan, à une table dans le fond, à peine visible, Mathieu. Il ne regardait pas l'objectif, il la regardait. Il la regardait, elle. Mon cœur a recommencé à battre, fort. Lyon. Il y a 3 semaines. Il m'avait dit qu'il partait pour une acquisition, une négociation difficile. Il m'avait dit qu'il y allait seul. Je serai seule, Élise. Je dois me concentrer. Pas de distraction. Il était à Lyon. Mais il n'était pas seul. L'équipe PR était là. Camille était là. Le mensonge était là. J'ai sauvegardé la photo. Maintenant, j'avais besoin de Paul. J'avais besoin de la confirmation humaine. J'ai pris mon téléphone.
J'ai composé son numéro, j'ai respiré profondément, j'ai forcé ma voix à être légère, un peu fragile, la voix de Madame Chéreau, la femme aimante et un peu désemparée. Paul, bonjour, c'est Élise. Madame, bonjour, tout va bien, Monsieur Chéreau n'est pas avec vous? Sa voix était enjouée. Il ne savait rien de la scène de ce matin. Non, non, il est en réunion. Paul, écoutez, j'ai un petit souci. C'est un peu embarrassant. Dites-moi tout, madame, si je peux aider. J'essaye d'organiser une surprise pour Mathieu. Un week-end, pour rattraper notre anniversaire. Il est si stressé en ce moment. Oh, c'est merveilleux, madame, quelle bonne idée. Oui, mais j'ai du mal avec son agenda. Il est tellement compliqué. Pourriez-vous juste me confirmer quelque chose pour que je ne réserve pas un vol pour rien? Bien sûr. De quoi avez-vous besoin? J'ai fait une pause comme si je cherchais mes mots. Son voyage à Lyon, il y a 3 semaines, c'était bien du lundi au mercredi? Lyon, attendez, je vérifie. J'entendais le cliquetis de son clavier. Oui, c'est exact. Arrivé le lundi matin, retour le mercredi soir. Les négociations pour l'acquisition médiathèque. Parfait, et il était si fatigué en rentrant. Il m'a dit que c'était très tendu. Il était seul, n'est-ce pas? J'espère qu'il n'a pas eu à gérer tout ça sans soutien. Le piège était tendu. Il y a eu un silence. Un silence d'1 seconde, mais qui m'a paru une éternité. Paul a ri, un peu nerveusement. Seul? Oh non, madame, il n'est jamais vraiment seul pour ce genre d'opération. L'équipe juridique était sur place, et l'équipe PR aussi, bien sûr, pour préparer la communication. Ma voix n'a pas tremblé. L'équipe PR, vraiment? Il ne m'en a pas parlé. C'est étrange. Ah, oui, ils ont fait un travail formidable, surtout mademoiselle Viveau. Elle a été exceptionnelle, selon le rapport. Elle a vraiment géré la presse locale. Mademoiselle Viveau. Il l'avait nommée. Camille Viveau, ai-je demandé, avec la plus grande innocence. Ah oui, la jeune femme que nous avons vue sous la pluie. Je vois. Il a dû être ravi de la voir à ses côtés. Cette fois, le silence de Paul fut plus lourd. Il avait compris. Il avait compris qu'il avait dit quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Madame, je ne suis pas sûre des détails. Je sais juste que le voyage s'est bien passé. L'acquisition a été un succès. Oui, ai-je dit doucement. J'en suis sûre. Merci, Paul. Vous m'avez beaucoup aidé. Je vous en prie, madame, pour votre surprise. Ne vous inquiétez pas. Je vais trouver un autre moment. J'ai raccroché. J'ai fixé le téléphone. Paul savait. Il n'était pas seulement loyal. Il était complice. Il m'avait menti, en ce moment même, en prétendant ne pas savoir, en jouant le jeu de la surprise. La trahison n'était pas seulement celle de Mathieu. C'était une trahison systémique. Tout son bureau, son assistant. Ils protégeaient tous le secret du PDG, et moi j'étais l'idiote. La madame qu'on salue avec respect, mais dont on se moque dans le dos. La colère est montée, pure et froide. Ce n'était plus une affaire de cœur. C'était une affaire de dignité. Hélène avait raison. J'avais les émotions. J'avais l'intuition. Maintenant, j'avais les faits. Lyon, la photo, le mensonge de Paul, le doute n'existait plus. Il n'y avait plus que la certitude. Et la question n'était plus « est-ce qu'il me trompe ?» La question était « qu'est-ce que je vais faire maintenant que je sais ?» Le combat intérieur était terminé. Le vrai combat allait commencer. J'ai lâché le téléphone sur le canapé. Paul savait. Ce n'était pas une supposition. Je l'avais entendu dans sa voix. Cette seconde d'hésitation, ce rire nerveux. Surtout mademoiselle Viveau. Elle a été exceptionnelle. Il ne faisait pas que protéger son patron. Il me mentait activement, en plein visage, tout en m'appelant « Madame ». Il jouait le jeu de la surprise pour mon anniversaire, tout en sachant parfaitement que l'homme dont j'étais l'épouse avait passé 3 jours à Lyon avec une autre femme. Toute la structure de ma vie venait de s'effondrer. Ce n'était pas un simple adultère, une faille dans le contrat. C'était une conspiration de silence à laquelle participaient son assistant, ses cadres, et Dieu sait qui d'autre. Ils me regardaient tous lors des dîners d'entreprise, me souriant, me complimentant sur ma robe, tout en sachant. Ils savaient que j'étais le fantôme à la table. Le fantôme de la première Camille, et maintenant, le fantôme de la seconde. Je suis retournée à l'ordinateur. Mon esprit n'était plus embué par le choc. Il était d'une clarté terrifiante. Si Mathieu était si obsédé par son passé, il devait y avoir des traces. Plus que cette vieille vidéo de rock, j'ai ouvert une nouvelle fenêtre de navigation. Pas le profil de Mathieu. Google. J'ai tapé Camille Delcourt. Des milliers de résultats. C'était un nom commun. J'ai ajouté Camille Delcourt, place Mathieu Chéreau. Rien. Il avait dû nettoyer ses traces. Il était méticuleux. J'ai essayé Camille Delcourt, plus accident de bus, plus Paris. Mon cœur battait à tout rompre. Un vieil article d'un journal local est apparu, datant de plus de 10 ans.
Tragédie sur la 6, une étudiante en art tuée sur le chemin des retrouvailles. J'ai cliqué. La photo était en noir et blanc, granuleuse, Camille Delcourt, 22 ans, étudiante aux Beaux-Arts. Elle était dans le bus pour Lyon. Lyon. Le même endroit. L'article disait qu'elle allait rejoindre son petit ami pour une audition de leur groupe de rock. Le groupe. J'ai tapé le nom du groupe, mentionné dans l'article. Les Chats Fantômes. Un vieux blog est apparu. Un Skyblog. Une relique d'une autre époque. C'était le blog de Camille Delcourt. Il n'avait pas été mis à jour depuis 10 ans. Il était resté figé, comme une capsule temporelle. La plupart des articles étaient verrouillés par un mot de passe. Mais le dernier était public. Publié le matin de son départ. Il n'y avait pas de texte. Juste une photo. Une photo d'une pomme d'amour. Rouge vif, brillante, presque artificielle. Et en dessous, une seule ligne de légende. Mon péché mignon. Il le sait. J'arrive. Mathieu. J'ai dû m'agripper au bureau. Ma respiration s'est bloquée. Les pommes d'amour. Depuis 9 ans, je lui disais « Mathieu, j'aime les fraises. Je suis allergique au colorant rouge vif. Il me donne des migraines. » Et je le lui avais dit. Et pourtant, à chaque fois. Pour mon anniversaire, pour la Saint-Valentin, ou juste parce que. Il rentrait à la maison avec un sourire fatigué, tenant ce bâton collant. « Je t'ai apporté ce que tu aimes. » Et je souriais. Je le remerciais. Je prenais une bouchée pour lui faire plaisir. Et je passais le reste de la soirée à lutter contre le mal de tête qui montait, tout en me reprochant mon ingratitude. Ce n'était pas de la distraction, ce n'était pas un oubli. C'était une substitution. Il ne m'achetait pas une pomme d'amour. Il l'achetait à Camille Delcourt. Il la regardait, morte depuis 10 ans, et il me la donnait à manger. J'ai vomi. Cette fois, ce n'était pas le dégoût. C'était une expulsion physique. J'ai vidé mon estomac dans la salle de bain en marbre qu'il avait conçue. J'ai vidé la pomme d'amour qu'il m'avait symboliquement forcé à avaler pendant 9 ans. Tremblante, je suis retournée à l'écran. Il me fallait plus. Il y avait un autre article lié au blog, un forum de fans du groupe, des messages de condoléances, et un, en particulier, a attiré mon attention. Un utilisateur anonyme, posté 1 an après l'accident. Je l'ai vu hier. Il était avec une haute fille. C'est fou, c'est son portrait craché. Même cheveux noirs, même robe blanche. C'est comme s'il essayait de la cloner. C'est malsain. J'ai regardé la date de ce post. C'était 3 mois après ma rencontre avec Mathieu. J'ai repensé à notre rencontre, une galerie d'art. J'étais stagiaire. J'avais les cheveux longs et noirs à l'époque, et je portais une robe blanche. Il s'était approché de moi. Il avait l'air si triste, si profond. Il m'avait dit « Vous ressemblez à un tableau que j'ai perdu ». J'avais trouvé ça si romantique. L'idiote, la parfaite idiote. J'ai fouillé dans mon propre téléphone. J'ai fait défiler des années de photos, nos premières années. Moi, en robe blanche, moi, les cheveux longs. Puis, il y a 3 ans, j'avais coupé mes cheveux. J'en avais marre. Je voulais un look plus mature. Je me souviens de sa réaction. Il est rentré ce soir-là. Il m'a regardé, il n'a rien dit, mais il n'a pas couché avec moi pendant 1 mois. Il m'avait puni. Il m'avait puni d'avoir cessé de ressembler à son fantôme. Et c'est là que Camilla Vivo est entrée en jeu. J'ai ouvert son profil Instagram à nouveau. Je l'ai regardé avec de nouveaux yeux, les cheveux noirs et longs, les chemises blanches, comme celles qu'elle portait sous la pluie, son style, un peu rock, un peu rebelle, tout ce que je n'étais pas, tout ce que j'avais été ou que j'avais prétendu être au début. J'ai compris. Je n'étais pas la première remplaçante, j'étais juste celle qui avait duré le plus longtemps. Mathieu n'était pas un homme qui pleurait son passé. C'était un homme qui essayait activement de le ressusciter. Un docteur Frankenstein psychologique. Et j'avais été sa créature. Jusqu'à ce que la créature développe sa propre volonté. Jusqu'à ce qu'elle coupe ses cheveux. La nouvelle Camille Vivo, elle n'était pas une simple aventure. Elle était la nouvelle tentative, la version 2.0. Elle avait le bon prénom. Elle avait le bon look. Elle avait même le bon âge. 24 ans. J'avais 32 ans. J'étais devenue trop vieille pour jouer le rôle de son amour de jeunesse décédé. La colère froide est revenue, plus forte que jamais. Ce n'était plus de la tristesse, c'était de la rage, une rage pure, presque clinique. Il ne m'avait pas seulement trompée, il m'avait nié. Il avait nié mon existence même. Chaque je t'aime, chaque cadeau, chaque regard. Tout était un mensonge. Pas un mensonge qu'on dit à quelqu'un, mais un mensonge qu'on vit. Un mensonge qu'il s'était raconté à lui-même et qu'il m'avait forcé à habiter. J'ai fermé l'ordinateur, je me suis levée. Je suis allée dans notre chambre, j'ai ouvert son armoire. Ses costumes gris, bleus, noirs.
L'uniforme de l'homme parfait. Au fond, sous une pile de pulls en cachemire, il y avait une boîte. Une boîte en bois que je n'avais jamais regardée de près. Je pensais que c'était de vieux documents d'université. Je l'ai ouverte. Il n'y avait pas de documents. Il y avait un t-shirt des Chats Fantômes, un médiator de guitare rose et une liasse de photos. Lui et Camille Delcourt, riant, s'embrassant, sur scène. Dans une photo, elle portait une robe blanche et il la tenait dans ses bras. Ils se ressemblaient tellement. Pas moi, elle, Camille Viveau, la nouvelle Camille, elle était le portrait craché de la première. Pas moi. J'étais juste l'intérim de 9 ans, entre deux fantômes. J'ai pris le téléphone, j'ai photographié le contenu de la boîte. J'ai tout photographié, puis j'ai tout remis en place. J'ai fermé l'armoire, je suis retournée dans le salon. J'ai regardé l'appartement, ce musée de notre fausse vie. Hélène avait dit « attaque-le avec des faits ». Maintenant, j'avais les faits. Lyon, le collier, le like, le mensonge de Paul et maintenant le blog, la pomme d'amour, la boîte secrète. Je savais tout, je savais pourquoi il m'avait choisi. Je savais pourquoi il m'avait trompée. Je savais qui était Camille Viveau. Elle était la réincarnation. Et je savais qui j'étais, moi. J'étais celle qui allait mettre le feu à tout ça. Je n'ai pas appelé Hélène. Je n'ai pas appelé un avocat. Pas encore. Il y avait une dernière chose à faire. J'allais voir Mathieu, mais pas à la maison, pas dans mon rôle de femme capricieuse. J'allais le voir sur son terrain, dans son bureau, au sommet de sa tour, là où il se sentait en sécurité, là où il pensait être le roi. J'ai regardé l'horloge. Il était presque midi. Il serait en pleine réunion, au sommet de sa puissance. Parfait. J'ai mis mes chaussures. J'ai pris mes clés. Je n'ai pas pris mon sac. Je n'avais besoin de rien, seulement de ma colère. Et du dossier médical, toujours rangé au fond de mon tiroir. Je l'ai glissé dans la poche de mon manteau, non pas comme une arme, mais comme un rappel de ce qu'il ne méritait pas, un rappel de la seule chose dans cette histoire qui était réelle, la vie que je portais, et que j'allais protéger, de lui, de ses fantômes, de son monde entier. Le taxi m'a déposé devant la tour Chéreau, une flèche de verre et d'acier qui transperçait le ciel gris de Paris, ma tour d'ivoire, ma prison dorée. Aujourd'hui, c'était son Colisée. J'ai traversé le hall. Le marbre était si poli qu'il reflétait mon visage comme une eau sombre. Je n'ai pas souri à la réceptionniste. Elle m'a reconnue, bien sûr. Madame Chéreau, quelle belle surprise. Monsieur n'est pas... Je ne me suis pas arrêtée. Madame, vous ne pouvez pas monter comme ça. Je dois vous annoncer. J'ai continué vers les ascenseurs privés. J'avais mon propre badge, un privilège qu'il m'avait accordé, la clé de ma propre cage. La réceptionniste était au téléphone, paniquée. Sécurité. Non, attendez, c'est Madame Chéreau. Elle... Les portes de l'ascenseur se sont refermées. La montée Tassina Inte a été silencieuse. Une boîte de métal m'élevant vers mon destin. Je n'avais pas peur. Je n'avais pas le cœur qui battait. J'étais vide, d'une vacuité froide, absolue. J'ai regardé mon reflet dans l'acier brossé. Tu ne seras pas ta mère. Les portes se sont ouvertes au dernier étage, l'étage de la direction. Un espace ouvert, blanc, silencieux comme une cathédrale. Et au centre, le bureau de Paul. Le Cerbère. Il m'a vu. Il s'est levé d'un bond, renversant presque son café. Madame, Élise, vous ne devriez pas être là. Mathieu, Monsieur Chéreau étant... J'ai marché droit sur lui. Je me suis arrêtée à 1 mètre de son bureau. Il était pâle. Il avait compris que ce n'était pas une visite surprise. Paul, ai-je dit. Ma voix était si calme qu'elle l'a fait frissonner. Ce matin, au téléphone, vous m'avez menti. Il a dégluti. Madame, je ne comprends pas ce que vous... Assez. J'ai prononcé ce seul mot. Il a fait taire ses excuses, il a fait taire ses mensonges. J'ai regardé vers la grande salle de conférence aux parois de verre. Je le voyais, Mathieu, au bout de la longue table, dominant sa garde rapprochée. Ses cadres, ses complices, ils étaient tous là, penchés sur des plans, écoutant leur roi. J'ai repris ma marche. « Madame, non !» a crié Paul, cette fois avec une véritable panique. « Attendez, c'est la réunion médiathèque. Vous ne pouvez pas. » Il a essayé de m'attraper le bras. Je me suis retournée. Mon regard l'a cloué sur place. Ne me touchez pas. Il a retiré sa main comme si elle était brûlée. J'ai atteint la porte en verre. Je n'ai pas frappé. Je l'ai poussée. Le silence est tombé dans la salle. Un silence de mort. 10 paires d'yeux se sont tournés vers moi. Et enfin, les siens. Il m'a regardé. La surprise. L'agacement. Le même agacement que ce matin, mais 100 fois plus fort. Élise, sa voix était un ordre de partir. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis en réunion. » Il s'est levé, le visage dur, l'image du PDG tout-puissant. « Sors, nous parlerons ce soir. »
Je n'ai pas bougé. Non, ai-je dit. Ma voix a résonné dans le silence de la salle. Nous parlons maintenant. Un murmure a parcouru la table. Les cadres se regardaient en manière gênés. Mathieu est devenu livide. C'était une humiliation publique. Élise, je te préviens. Tu me préviens de quoi, Mathieu? Je me suis avancée dans la salle. Tu vas me traiter de capricieuse? De folle? Tu vas me dire de me calmer? Je me suis arrêtée à quelques mètres de lui. Comment s'est passé ton voyage à Lyon, il y a 3 semaines? Il s'est figé. Tu sais, celui où tu n'étais pas seul, celui où l'équipe PR était là. Je l'ai regardé, mais je parlais à toute la salle. Il paraît que mademoiselle Viveau a été exceptionnelle. J'ai utilisé le mot de Paul, le mot du traître. Mathieu a compris. Il a compris que je savais. Sa colère s'est transformée en quelque chose d'autre, une lueur de peur. Élise, ce n'est pas le lieu. Sors. Il a essayé de me prendre par le bras pour me faire sortir. Je l'ai évité. Tu as raison. Ce n'est pas le lieu, mais tu ne m'as pas laissé le choix. Je me suis tournée vers ces cadres. Vous savez, ai-je dit d'une voix conversationnelle, pour notre anniversaire, Mathieu m'a offert un collier. Mais il en avait acheté un autre, un bien plus beau, celui de la rue Saint-Honoré. J'ai regardé Mathieu à nouveau. Tu l'as donné à Camille, n'est-ce pas? Pour ses 24 ans. Je n'avais pas besoin des photos. Ma certitude suffisait. Le like sous sa photo. Ai-je continué. Quand osera-t-il affronter son cœur? C'est une bonne question, Mathieu. Quand? Il ne respirait plus. Il était coincé, humilié devant les hommes qui le craignaient. « Qu'est-ce que tu veux, Élise » a-t-il sifflé, sa voix basse et pleine de venin. « De l'argent? C'est ça? Tu veux faire une scène pour de l'argent » J'ai ri, un rire sec, sans joie. « L'argent? Non, je veux comprendre. » Je me suis approchée encore. « Je veux comprendre pourquoi, pendant 9 ans, tu m'as forcé à manger des pommes d'amour. » Ce détail l'a brisé. La colère, la négation, tout a disparu de son visage. Il n'y avait plus que de l'horreur pure. Il savait ce que je savais. Tu m'as dit que j'aimais ça, ai-je murmuré, mais tout le monde pouvait entendre. Mais c'est elle qui aimait ça. Camille, la première. Tais-toi, a-t-il haleté. Camille Delcourt, morte sur la 6 en allant te rejoindre à Lyon, avec son Mediator rose et son t-shirt des chats fantômes, si. Tu gardes tout ça dans une boîte, n'est-ce pas? Sous tes pulls en cachemire. Il a reculé, comme si je l'avais frappé. Tais-toi. Je t'en prie. Tais-toi. Et moi? Ai-je continué, implacable. Qui étais-je, Mathieu? La remplaçante? Le clone? Celle que tu as trouvée dans une galerie avec sa robe blanche et ses cheveux longs? J'ai regardé ces cadres. Ils étaient pétrifiés, témoins de l'exécution de leur chef. Je n'étais que l'intérim, ai-je dit. L'intérim entre 2 fantômes. Et quand j'ai coupé mes cheveux, quand j'ai cessé de lui ressembler, tu as trouvé la nouvelle version. Camille Viveau. Elle lui ressemble parfaitement, n'est-ce pas? Le même prénom, le même âge. Tu as dû être si heureux. Il s'est effondré sur sa chaise. L'homme tout-puissant n'était plus. C'était un homme faible, pathétique, démasqué. Élise, Pardonne-moi. Te pardonner? Le silence s'est revenu. J'ai plongé la main dans la poche de mon manteau. J'ai sorti l'enveloppe, le dossier médical. Hier, ai-je dit, c'était notre anniversaire. J'avais un autre cadeau pour toi. Ses yeux se sont levés, remplis d'une confusion misérable. Il pensait que c'était une autre preuve, des papiers de divorce. J'allais te le donner au dîner, ai-je dit, avant de voir le collier, avant de comprendre que je n'étais qu'un fantôme. Je l'ai regardé, lui et tous les hommes dans cette pièce. Vous savez ce qu'il y a de pire que d'être trompé? C'est de réaliser que vous n'avez jamais existé. C'est de réaliser que chaque « je t'aime » était un écho, que chaque baiser était pour une morte. J'ai ouvert l'enveloppe, lentement. Je n'ai pas sorti le dossier, j'ai juste sorti la petite photo, grise et floue, l'échographie. Je l'ai posée sur la table en bois précieux. Elle a glissé jusqu'à lui. Je suis enceinte, Mathieu. Le souffle collectif de la pièce a été assourdissant. Mathieu a regardé la photo. Il l'a regardée comme un homme qui se noie regarde une bouée. La panique, l'espoir, une chance de tout réparer. Un bébé, a-t-il murmuré, se relevant à moitié. Élise, un bébé. On peut arranger ça. J'ai levé la main. Non, mon nom était final. Cet enfant, ai-je dit, c'est la seule chose de réel qui soit sortie de nos 9 ans de mensonges. J'ai mis la main sur mon ventre, et je ne le laisserai pas grandir dans ton cimetière. Je ne le laisserai pas être élevé par un homme qui vit dans le passé, qui essaie de cloner ses petites amies mortes, et qui force sa femme à manger des souvenirs empoisonnés. Je l'ai regardé une dernière fois, l'homme que j'avais cru choisir, l'homme qui n'avait jamais été là. Tu n'es pas le père de cet enfant, Mathieu. Tu n'es que le géniteur, et tu ne le mérites pas. Je me suis retournée, j'ai marché vers la porte. Chaque pas était lourd, mais chaque pas était une libération. Élise, son cri était un déchirement.
Je ne me suis pas retournée. J'ai dépassé Paul qui pleurait silencieusement à son bureau. J'ai appuyé sur le bouton de l'ascenseur. Les portes se sont ouvertes. Je suis entrée. Les portes se sont refermées, coupant son dernier cri, me protégeant de son monde de fantômes. J'étais seule. Mais pour la première fois de ma vie, je n'étais plus un remplacement. J'étais moi. Les portes de l'ascenseur se sont refermées. Le cri de Mathieu a été coupé net. Le silence de la cabine était absolu. Je me suis regardée dans le miroir en acier brossé. Je ne me reconnaissais pas. La femme qui me fixait avait les yeux brillants mais secs. Ses joues étaient-elles mais pâles et son... Mais ses lèvres étaient serrées d'une détermination que je ne lui avais jamais connue. Cette femme n'était plus Madame Chéreau. Elle n'était plus un remplacement. La cabine s'est arrêtée au rez-de-chaussée. Les portes se sont ouvertes sur le hall immense. Le marbre, qui m'avait toujours semblé si froid et si impersonnel, était maintenant le sol de ma liberté. La réceptionniste, la même qui avait tenté de m'arrêter, était blême. Elle a baissé les yeux quand je suis passée. Paul avait disparu. Il était sans doute resté à l'étage pour ramasser les morceaux de son patron. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai poussé les lourdes portes de verre. L'air de Paris m'a frappé, froid, humide, rempli des bruits de la vie. Les klaxons, les sirènes, les conversations des passants. Tout ce que je n'entendais plus, enfermé dans mon silence doré. Pendant un instant, j'ai été prise de vertige. Où aller? Je n'avais plus de maison. L'appartement sur la Seine n'était pas ma maison. C'était son mausolée. J'ai marché, sans but. Mes pieds m'ont porté le long des quais. L'eau grise coulait, indifférente. Mon téléphone a vibré dans la poche de mon manteau. Mathieu, il vibrait encore, et encore. Une frénésie d'appels manqués. Je me suis arrêtée, j'ai sorti le téléphone, j'ai regardé son nom clignoter. Pendant 9 ans, ce nom avait été mon encre. Aujourd'hui, c'était le poids qui me coulait. D'un geste calme, j'ai bloqué son numéro. Puis j'ai bloqué celui de Paul. Puis j'ai éteint le téléphone. Je l'ai glissé au fond de ma poche, à côté de l'enveloppe contenant l'échographie. Le silence est revenu. Mais cette fois, c'était un silence choisi. La première pensée qui m'est venue a été « Maman, je devrais appeler ma mère. Je devrais rentrer chez elle, dans cette petite maison de banlieue où flottait encore l'odeur de la coriandre qu'elle avait apprise à détester. Je devrais pleurer dans ses bras, et elle me dirait « Je sais, ma chérie, je sais. » Non. J'ai chassé cette pensée. Aller chez ma mère, c'était admettre ma défaite. C'était retourner dans le cycle. Ma mère avait choisi de partir en silence, de subir sa douleur en martyr. Moi, j'avais choisi d'exploser. Nos chemins étaient différents. Je ne répéterai pas son erreur. Je ne passerai pas le restant de ma vie à être définie par la trahison d'un homme. J'avais quelqu'un d'autre à protéger. J'ai posé ma main sur mon ventre. Il était encore plat, invisible, mais il était là. « C'est juste toi et moi, maintenant », ai-je murmuré. Un taxi est passé. Je l'ai hélé. « Où allons-nous, madame ?» Je n'en avais aucune idée. « Un hôtel », ai-je dit, n'importe lequel, rive gauche. Je me suis installée sur la banquette arrière. L'hôtel était petit, anonyme, une chambre propre, impersonnelle. Pour la première fois depuis des années, j'ai dormi. Un sommeil lourd, sans rêve. Je me suis réveillée le lendemain matin. La lumière filtrait à travers les rideaux, bon marché. La réalité m'est revenue. Je n'avais rien. Pas de maison, pas de mari, et un enfant en route. J'aurais dû être terrifiée. Mais je ressentais quelque chose d'autre. Une clarté. Je me suis levée. J'ai pris une douche. Le savon sentait le citron, pas le bois de santal cher de Mathieu. Je me suis habillée avec les vêtements de la veille. J'ai rallumé mon téléphone. Centaines de notifications. Des appels manqués de Mathieu. Des messages. « Élise, décroche, je t'en prie. C'est un malentendu, laisse-moi t'expliquer. Pense au bébé. Notre bébé. Notre bébé. » J'ai ri, puis les messages d'avocats. Ces avocats. « Madame Chéreau, veuillez nous contacter. » Et puis, des messages de numéros inconnus. Les cadres de la réunion. « Madame, je suis sincèrement désolée. Votre mari est un homme compliqué. Des lâches, tous. » J'ai tout effacé sans lire. J'ai ouvert mon application bancaire. J'ai vérifié le compte que j'avais avant de le rencontrer. Mon compte d'assistante de galerie. L'argent que j'avais gagné moi-même. Il n'y avait pas beaucoup. Mais c'était assez. J'ai passé la journée à chercher un appartement. Pas dans le 16e. Pas près de son monde. Je l'ai trouvé dans le 11e. Un petit 2 pièces, au dernier étage d'un vieil immeuble. Les murs étaient blancs, un peu défraîchis. Il n'y avait pas de meubles. Juste un long balcon étroit donnant sur une cour remplie d'arbres. C'était vide. C'était parfait. « Je le prends », ai-je dit à l'agent immobilier. J'ai signé le bail. J'ai payé la caution, avec mon propre argent, mon premier achat en tant que femme libre. Je suis restée dans l'appartement vide pendant 1 heure.
l'écho de mes pas sur le parquet. C'était le plus beau son du monde. Il n'y avait pas de fantômes ici, pas de boîte secrète, pas d'odeur de pommes d'amour. C'était une page blanche. Je suis sortie acheter le nécessaire. Je n'ai pas acheté de meubles, juste un matelas, des draps bas blancs simples, du café. Et en passant devant un fleuriste, je me suis arrêtée. J'ai acheté une seule plante, un petit plant de basilic, quelque chose de vivant, quelque chose qui sentait la vie. Ce soir-là, j'ai dormi sur le matelas, par terre. J'ai regardé la lune par la fenêtre. J'ai posé ma main sur mon ventre. J'ai pensé à Mathieu. Je l'imaginais, seul dans son grand appartement musée. Ou peut-être, était-il déjà en train de chercher la prochaine remplaçante? Peu importait. J'ai pensé à ma mère. Je lui avais envoyé un seul message. Maman, je quitte Mathieu, je vais bien, je t'appelle bientôt. S'il te plaît, ne lui dis rien. Elle avait répondu 1 minute plus tard. Je n'ai jamais aimé la façon dont il te regardait. Prends soin de toi. Je suis là. J'ai souri dans le noir. Peut-être que ma mère n'était pas si silencieuse, après tout. J'ai fermé les yeux. La désintoxication avait commencé. Le silence n'était plus une punition, c'était une guérison. Je n'avais plus besoin qu'il m'aime. J'apprenais à ne pas me détester moi-même. C'était la première nuit du reste de ma vie. Et pour la première fois, je n'avais pas peur du lendemain. Je n'étais plus un reflet. Je commençais. Les premiers jours ont été étranges. Le silence de l'appartement vide était mon seul compagnon. Ce n'était pas le silence lourd de l'appartement de la Seine, plein de fantômes et de mensonges. C'était un silence neuf, propre, une page blanche. Je me réveillais avec le soleil, sur mon matelas posé à même le sol. Je n'avais pas de table. Je buvais mon café assise par terre, regardant la vie de la cour en dessous. La désintoxication était brutale. Mon corps, habitué au luxe, protestait. Mais mon esprit n'avait jamais été aussi clair. Le 3e jour, on a frappé à ma porte. Ce n'était pas Mathieu. C'était un coursier. Il m'a tendu une grande enveloppe cartonnée, portant le logo d'un des plus grands cabinets d'avocats de Paris. Mes mains n'ont pas tremblé en la signant. Je l'ai ouverte. Ce n'était pas une lettre d'excuse, c'était une déclaration de guerre, des termes froids, légaux, procédure de divorce contentieux, médiation pour les droits de visite parentaux, gel des avoirs communs. Il ne me laissait pas partir si facilement. Il utilisait la seule chose qui lui restait, son pouvoir, son argent. Et il utilisait le bébé. Droits de visite parentaux, pour un enfant qui n'était même pas encore né, pour un enfant dont il avait appris l'existence en même temps que sa propre destruction. Je n'ai pas eu peur, j'ai ressenti une colère froide. Il pensait que j'étais encore Madame Chéreau, la femme qui dépendait de son nom et de son argent. Il ne savait pas que cette femme étape était morte dans son bureau. J'ai passé le reste de la journée au téléphone. J'ai trouvé une avocate, une femme. Elle ne travaillait pas dans une tour de verre. Son bureau était petit, encombré de dossiers. Elle m'a écoutée, sans m'interrompre. Elle a regardé les photos que j'avais prises, le contenu de la boîte secrète, les captures d'écran du blog de Camille Delcourt. Quand j'ai eu fini, elle m'a regardé droit dans les yeux. « Il va se battre », a-t-elle dit. « Il utilisera l'enfant. Il essaiera de prouver que vous êtes instable. La scène au bureau, il l'utilisera contre vous. » « Je ne suis pas instable, ai-je répondu. J'étais lucide. « Alors montrez-le, » a dit l'avocate. « Ne répondez pas à ses provocations. Construisez votre vie, une vie saine pour cet enfant. Le reste, c'est mon travail. » Je suis sortie de son bureau, plus légère. J'avais une alliée. Je me suis arrêtée au marché sur le chemin du retour. Je n'avais pas d'argenterie, mais j'avais faim. J'ai acheté des choses simples, du pain, du fromage. Et puis, je me suis arrêtée devant l'étal de fruits. Il y avait des fraises, des gariguettes, petites et parfumées. J'ai souri, j'en ai acheté une barquette entière. Je suis rentrée chez moi, je me suis assise sur mon balcon, et j'ai mangé des fraises. Le goût était si réel, si pur. Ce n'était pas le sucre chimique et collant d'une pomme d'amour, c'était la vie. Le lendemain, ma mère est venue. Elle est entrée dans l'appartement vide. Ses yeux ont parcouru le matelas au sol, le manque de meubles. Son visage s'est contracté de douleur. « Ma chérie », a-t-elle murmuré, sa main sur sa bouche. « Tu as tout laissé, après 9 ans. Il t'a tout pris. » Elle pensait que j'étais une victime, comme elle. J'ai secoué la tête, j'ai pris ses mains dans les miennes. « Non, maman, c'est moi qui ai tout laissé. » Elle m'a regardée sans comprendre. Je ne voulais pas de son argent. Je ne voulais rien de son monde. C'est empoisonné. « Mais l'enfant, tu ne peux pas ?»« Je peux, l'ai-je interrompu, doucement. Je le dois. Je ne veux pas que cet enfant grandisse dans un silence payé par l'argent d'un homme qui m'a menti. » Les larmes ont rempli les yeux de ma mère. « Tu es tellement plus courageuse que moi, » a-t-elle dit, sa voix brisée. « Moi, J'ai vu la coriandre, j'ai senti son parfum sur lui. J'ai su qu'elle était revenue. » Elle s'est assise sur le sol, le dos contre le mur nu.
Et je me suis tue. Pourquoi, maman? Pourquoi es-tu restée? Parce que j'avais peur, a-t-elle avoué. Peur de ne rien avoir. Peur pour toi. J'ai cru que mon silence était une force, que je te protégeais en endurant. Elle m'a regardée, ses larmes coulant enfin. Mais ce n'était pas une force, c'était une faiblesse, et mon silence ne t'a pas protégée. Il t'a seulement apprise à souffrir. Je me suis assise en face d'elle. Tu m'as appris autre chose, maman, ai-je dit. Tu m'as appris ce que je ne voulais pas devenir. Quand j'ai vu ce qu'il faisait, quand j'ai compris que j'étais un fantôme pour lui, j'ai pensé à toi. J'ai pensé à toi seule dans ta cuisine, détestant cette herbe. Et j'ai su que je ne pouvais pas me taire. Je ne voulais pas que mon enfant m'observe un jour, et voie la même douleur silencieuse. Elle m'a prise dans ses bras. Pour la première fois, ce n'était pas la mère qui consolait l'enfant. C'étaient deux femmes, deux survivantes. Et dans cet appartement vide, nous avons pleuré ensemble, pour les années perdues, pour les vies gâchées par les fantômes des hommes, et pour la vie qui commençait. Cette conversation a tout changé. Elle m'a donné une force que je ne soupçonnais pas. J'avais brisé ma propre chaîne. Mais j'avais aussi libéré ma mère. Quelques jours plus tard, Mathieu m'attendait. En bas de mon immeuble, il avait dû engager un détective privé. L'homme qui se tenait sur le trottoir n'était plus le PDG tout-puissant. Il était méconnaissable, pas rasé. Son costume était froissé. Ses yeux étaient injectés de sang. Quand il m'a vue, il s'est précipité vers moi. « Élise !» Je me suis arrêtée, gardant mes distances. « Tu ne peux pas faire ça !» a-t-il haleté. Il sentait l'alcool. « C'est mon enfant, notre enfant. »« Non !» ai-je dit, ma voix calme. « C'est mon enfant. » Il a essayé de me saisir le bras. « Élise, je t'en prie, je t'aime, c'est toi que j'aime. C'était une erreur, j'étais malade, obsédée, tu as raison. » Il pleurait, des larmes d'apitoiement. « Camille n'était qu'un fantôme, a-t-il supplié. Toi, tu es réel. » J'ai regardé cet homme brisé. Je n'ai ressenti aucune pitié. « J'étais réel, Mathieu ?» ai-je demandé, ma voix tranchante comme du verre. « Ou étais-tu juste en colère que j'ai coupé mes cheveux ?» Il a figé. « Tu n'aimes pas le réel. » ai-je continué. « Tu aimes les souvenirs. Tu aimes la douleur. Tu aimes ton propre drame. Va pleurer sur tes souvenirs, Mathieu. Va construire un autre mausolée. Mais tu ne nous toucheras plus. Élise, va-t'en. Ou j'appelle la police. » Il m'a regardé. Il a vu que je ne mentais pas. Il a vu que la femme qu'il avait créée, le fantôme qu'il avait façonné, avait disparu. Il n'y avait plus personne à manipuler. Il a reculé, vaincu. Je suis entrée dans mon immeuble, sans un regard en arrière. Ce soir-là, je suis allée sur mon balcon. J'ai sorti les petits pots en terre que j'avais achetés. J'ai rempli le premier de terre. J'ai ouvert le sachet de graines de fraises. Je les ai plantées, avec soin. Puis, j'ai sorti le deuxième sachet, celui que j'avais acheté après avoir parlé à ma mère. Des graines de coriandre. Mes mains ont tremblé en l'ouvrant, l'odeur m'a frappée, l'odeur de la douleur de ma mère. J'ai hésité, puis j'ai pris les graines, et je les ai plantées, non pas avec colère, mais avec acceptation. C'était mon héritage, mais ce n'était plus ma prison. J'ai arrosé les deux pots, les fraises et la coriandre, mon avenir et mon passé. Et pour la première fois, ils pouvaient coexister. Le silence qui a suivi cette confrontation dans la rue a été total. Mathieu n'a plus appelé. Il n'est plus apparu. Ses avocats, cependant, sont devenus plus agressifs. Les lettres étaient froides. Ils contestaient tout point. Ils ont insinué que j'étais mentalement instable. Ils ont utilisé la confrontation au bureau comme preuve de mon comportement erratique. Ils ont demandé une évaluation psychologique. Ils ont essayé de geler le peu d'argent que j'avais sur mon compte personnel, arguant qu'il s'agissait de fonds matrimoniaux. C'était une tentative de m'étrangler, de me forcer à revenir, à genoux. Mais ils ne s'adressaient plus à la même femme. J'ai rencontré mon avocate, Madame Valois. « C'est classique, m'a-t-elle dit, en parcourant les documents. Ils n'ont rien, ils font du bruit pour vous effrayer. Que faisons-nous » ai-je demandé. « Rien. » Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. « Vous ne faites rien, vous vivez. Vous achetez des meubles pour votre appartement, vous prenez vos vitamines prénatales, vous vous promenez. Vous préparez l'arrivée de cet enfant, vous leur montrez ce que vous êtes, stable, saine et complètement indifférente à leur cirque. » Elle a souri. Moi, je m'occupe du cirque, et je l'ai écouté. Les mois ont passé. Mon ventre s'est arrondi. L'appartement vide s'est rempli. Je n'ai pas acheté de meubles de luxe. J'ai chiné. J'ai trouvé une vieille bibliothèque en bois, une table de cuisine solide, un fauteuil confortable. Chaque objet avait une histoire, mais une histoire qui m'appartenait désormais. Ma mère venait souvent. Elle n'apportait pas de pitié. Elle apportait des soupes. Nous parlions. De tout. De mon père. D'elle. De main sans moi.
Nous avons comblé des décennies de silence. Elle m'a raconté comment elle avait rencontré mon père, comment il était, avant le clair de lune. Et j'ai compris qu'elle aussi avait été un fantôme. Sur mon balcon, les fraises ont commencé à fleurir. Le plant de coriandre a poussé, touffu, son odeur puissante se mêlant à l'air de la ville. Je n'ai plus jamais pensé à Camille Viveau, la remplaçante vivante. Elle n'était qu'un symptôme. Mais je pensais à Camille Delcourt, le fantôme originel. Je ne la détestais pas. Je ressentais une étrange sororité avec elle. Elle aussi avait été aimée par un homme qui n'existait pas. Un homme qui l'avait transformée en une obsession statique. Une pomme d'amour parfaite. Elle était morte dans un bus. Et moi, j'avais failli mourir dans un appartement sur la Seine. Un jour, mon avocate m'a appelée. Sa voix était légère. « C'est fini, Élise. »« Quoi ?» ?»« Ils lâchent tout. Ils ont retiré toutes leurs demandes. Mathieu signe les papiers. Le divorce sera prononcé le mois prochain. Vous avez la garde exclusive. Il renonce à ses droits parentaux. J'ai dû m'asseoir. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un silence. La réunion, a dit Madame Valois. La confrontation. Ce n'était pas seulement une scène, Élise. C'était une exécution. Je ne comprends pas. Vous avez exposé son obsession, son instabilité, devant tout son conseil d'administration. Vous n'avez pas détruit un mari, vous avez détruit un PDG. Il a perdu le contrat Médiathèque ce jour-là. Et la semaine suivante, le conseil l'a évincé, discrètement, pour raison de santé. Il a perdu son pouvoir, Élise. Et sans son pouvoir, il n'est plus rien. Il n'a plus les moyens de se battre. Il a tout perdu parce qu'il n'a jamais voulu lâcher un fantôme. L'ironie était dévastatrice. L'homme qui m'avait traité de folle avait été détruit par sa propre folie. J'ai raccroché. Je n'ai ressenti aucune joie, aucune victoire, seulement un vide immense. C'était vraiment fini. La dernière chaîne venait de se briser. Cette nuit-là, les contractions ont commencé. La douleur était pure, primale. J'ai pris un taxi pour l'hôpital, seule. J'ai refusé d'appeler ma mère. C'était mon combat. Pendant des heures, j'ai lutté. La douleur était une vague qui me submergeait, me brisait, me purifiait. À chaque contraction, j'expulsais 9 ans de mensonges. J'expulsais l'odeur de la coriandre. J'expulsais le goût des pommes d'amour. J'expulsais l'image d'une robe blanche et d'une guitare rose. Et puis, à l'aube, un cri. Pas le mien. Un cri nouveau, féroce, plein de vie. L'infirmière l'a posé sur ma poitrine. Une fille. Ses petits yeux se sont ouverts. Elle m'a regardé. Elle ne cherchait personne d'autre. Elle me voyait, moi. J'ai pleuré. Des larmes de soulagement. Des larmes de gratitude. « Bonjour », ai-je murmuré. Ma voix rauque. « Bonjour Clara. » Clara. Parce qu'elle était la clarté. Elle était la première chose réelle de ma vie. 1 an plus tard. L'appartement du 11e est rempli de soleil. Ce n'est plus un espace vide. C'est une maison. Il y a des jouets par terre, des livres, des photos. Des photos de moi et de Clara, de ma mère et de Clara. Il n'y a aucune photo de Mathieu. Je suis sur le balcon. Clara, qui marche presque, s'agrippe à mes jambes. Je suis en train d'arroser mes plantes. Le plant de fraises déborde de fruits rouges. Le plant de coriandre est devenu un son de va-et-vient. Est venu un buisson luxuriant. Clara attrape une feuille de coriandre. Elle la porte à sa bouche, fait la grimace et la recrache. Je ris. Tu n'aimes pas ? C'est bien. Tu as le droit. Tu aimeras ce que tu veux. Ma mère est là. Elle nous regarde depuis l'embrasure de la porte-fenêtre. Elle sourit. Elle n'a plus cette tristesse résignée. Elle est venue vivre près de chez nous. Ce soir, je prépare le dîner. Je fais une salade d'été. Je vais sur le balcon. Je cueille quelques fraises. Je les coupe en 2. Puis, je prends quelques feuilles clés de coriandre. Je les hache finement. Je les jette dans la salade. Ma mère observe mon geste. Ses yeux se remplissent de larmes. Mais ce sont de bonnes larmes. Je lui tends le saladier. Ça sent bon, maman, dis-je. Elle respire l'odeur. Oui, ma chérie, répond-elle, sa voix douce. Ça sent la vie. Je me suis souvent demandé ce qu'était devenu Mathieu. Je n'ai jamais cherché à savoir. Il est devenu ce qu'il aimait le plus, un fantôme. Je n'ai plus peur des fantômes. Je n'ai plus peur des pommes d'amour. Je n'ai plus peur des robes blanches. Je n'ai plus peur d'une herbe aromatique. Pendant 9 ans, j'ai cru que j'étais le remplacement d'un amour perdu. J'ai réalisé que je n'avais jamais été un remplacement. On ne peut remplacer que ce qui est vide. Mathieu était vide. Moi, j'étais pleine de doutes, pleine de peur, mais pleine de vie. Quand j'ai réalisé que j'étais son substitut, j'ai enfin appris à ne plus me substituer à moi-même. Je suis Élise et je suffis.